Donc ce soir, petit documentaire d'une trentaine de minutes sur soigner et soulager sans chirurgie. Donc c'est un documentaire d'Arte qui est principalement, qui est complètement intégralement fait en Allemagne. Donc ils vont parler de ce qui se passe en Allemagne, mais c'est pas pour autant que c'est pas transposable chez nous, ou en tout cas dans l'approche médicale qu'on pourrait avoir. Il fait 30 minutes, bon, il y aura certainement plein de choses à dire et voilà, à digresser dessus. S'il y a des questions, pendant le documentaire, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, moi, je ferai des petites coupures, donc voilà. De ce que j'ai lu, on va voir si c'était ça. Au début, on consomme les glucides qui sont dans le sang, puis ensuite, le temps que le processus de transformation des lipides en glucides, on consomme les graisses, donc la graisse. Oui, il y a tout il y a tout un processus, mais en fait, les lipides, c'est de la graisse, hein. Il parlait de lipolyse justement, d'oxydation des lipides, donc de la lipolyse. Donc, heu, donc en fait, quand tu finis par taper justement dans cette, réserve, dans ces stocks, parce que c'est ça à la base, hein, on fait du gras pour stocker, pour les moments où on aura moins, hein, on a été, c'est à ça que ça sert, hein, on le retrouve aussi, chez les animaux. Hem, oui, oui, c'est les lipides, c'est la graisse, quoi. Après effectivement, est-ce que l'oxydation des lipides, donc la lipolyse, ne s'apparente pas plus ou moins au fait de transformer le lipide en un glucide, en une sorte de glucide? J'ai pas assez le truc en tête. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a un lien. On transforme le glucide pour moi aussi en lipide pour le stocker quand il y en a trop. Et on va le ressortir, après, des lipides, effectivement pour le consommer. J'espère que je suis à peu près claire. Mais voilà. De toute façon, les articles, je les mettrai dans le Discord. Le premier article, je crois, sur le de l'INSERM, est notamment tiré, si je me trompe pas, d'un article de The Conversation, qui rentre un peu plus dans le détail. Alors, l'article de The Conversation, c'est surpoids et obésité, quel exercice physique pour quel bénéfice? Alors, je dois reconnaître que je n'ai pas pris le temps de le lire, mais si il me semble que c'était bien de cet article qui était, oui, l'INSERM, voilà. Pour aller plus loin, consultez notre article sur le sujet en partenariat avec The Conversation, et c'est comme ça qu'on tombe sur l'article qui sera donc sur le Discord. C'est pour creuser le sujet, pour aller plus loin, comme disait l'INSERM. Donc voilà, donc le reportage, je vais couper la musique du coup. Hop. Le reportage d'Arte, moi j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses à dire. Je vais certainement digresser aussi sur, quelques petites choses. Heu, j'ai envie de dire comme d'habitude, bienvenue à Sentez-vous curieux. Donc voilà, vous me direz si le son est OK, et c'est parti. En Allemagne, le système de santé va mal. Trop de frais, trop peu de personnel et trop d'actes chirurgicaux inutiles. Les patients se sentent bien souvent dépassés quand leur revient à eux seuls la décision finale. Doivent-ils accepter ou refuser l'opération? De plus en plus de médecins veulent changer les choses. Nous avons à cœur de traiter non pas des cas, mais des personnes avec leur histoire. Privilégier le dialogue et mettre l'innovation au service du soin. Des pistes pour éviter des opérations superflues?
Chaque mouvement est une vraie torture pour Volker Erkel. À 47 ans, son genou le fait terriblement souffrir. Pourtant, son métier l'oblige à être debout toute la journée. J'adore mon métier de gardien. Je dois pouvoir intervenir dès qu'il y a une urgence. Et il faut que je puisse compter sur mon genou en permanence. Volker Erkel adore le football, mais cela fait bien longtemps qu'il ne peut plus y jouer. Il avait 22 ans lorsque ses premiers problèmes de genoux sont apparus. Il s'agissait à l'époque d'une lésion du ménisque. Il a alors subi une première arthroscopie du genou, puis une deuxième. Des interventions légères. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Mais quelques années plus tard, la douleur est revenue, plus forte que jamais. Diagnostic, de l'arthrose, une dégénérescence du cartilage situé entre les articulations. C'est une sorte de pression qui me fait mal quasiment à chaque pas. Alors, on va décrypter juste vite fait ça justement. Lésion du ménisque, arthrose, arthroscopie. Les ménisques, alors vous en avez certainement entendu parler. Alors attendez, voilà. Où est-ce que c'est les ménisques? Voilà. Donc là, on voit le genou de face, donc avec ici la rotule qu'on appelle patella aussi. Patella, je sais pas, demande-lui. Voilà, pour les petits jeux de mots. Voilà. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sortie, celle-là. Donc, vous avez la patella au milieu, le fémur ici, le tibia, donc avec le plateau tibial, le tibia, et ici, sur le côté, la fibula, anciennement appelée péroné. Et les ménisques, ce sont ces deux espèces de petits coussins, là, sur les côtés. Alors je les appelle les petits coussins. En fait, ils vont venir recevoir le fémur et donc notre monsieur a eu une lésion du ménisque. Donc ça, c'est problématique puisque du coup, le genou a quand même beaucoup de contraintes puisqu'il a tout le poids du corps sur lui. Et donc, quand vous avez une lésion du ménisque, eh ben, ça peut devenir douloureux. Donc, on lui a fait une arthroscopie. Arthroscopie, donc c'est une technique de célioscopie. Donc, célioscopie, c'est quand on vient faire des petites incisions pour ensuite venir mettre des instruments. Donc, la arthroscopie, c'est dans les articulations. Ça permet d'être beaucoup moins invasif et vous avez juste après simplement deux petites cicatrices très très discrètes. Ça va éviter d'ouvrir complètement. Enfin voilà. Au niveau esthétique, c'est mieux et au niveau récupération derrière, pareil, c'est beaucoup mieux. Donc là, il a fait une arthroscopie pour essayer de régler son problème. Et aujourd'hui, en fait, il se retrouve avec de l'arthrose. Alors, quand on parle d'arthrose du genou, on parle notamment de gonarthrose. Voilà. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Si vous entendez, en général, enfin, on simplifie en disant arthrose du genou, mais c'est aussi appelé gonarthrose. Donc là, on voit, alors peut-être l'autre est mieux quand même. Là, justement, on voit le genou sain. Donc là, ils n'ont pas mis la patella devant, hein, la rotule. On voit le genou sain, donc le cartilage, il est tout beau. Là, les ménisques, ils sont tout beaux. Donc là, c'est sain. Et ici, c'est le plateau tibial ici. Et là, on voit ici que le cartilage, il va pas très bien. Il y a de l'érosion du cartilage, donc ça frotte. C'est pas régulier, c'est pas lisse. Et quand vous essayez de faire glisser deux choses l'une sur l'autre et que les surfaces sont pas lisses, ça va faire de pire en pire. Enfin bref, généralement c'est le cercle vicieux. Et en plus de ça, ça va avoir tendance aussi à faire que votre os, il va créer ce qu'on appelle des ostéophytes, donc c'est-à-dire des petites excroissances osseuses qui, pareil, potentiellement peuvent aussi poser problème. Mais le vrai problème, c'est le fait que là, ça frotte et que c'est douloureux, en fait, tout simplement, quoi. Donc, voilà où en est notre monsieur. Volker Erkel vit à Trèves avec sa famille.
À la maison aussi, du travail latent. Tim, 15 ans, a bien conscience de tout ce que son père ne peut pas faire à cause de ses problèmes de santé. Souvent, j'aimerais bien jouer au foot avec lui. Il paraît qu'il était très bon avant. Mais pas question pour Volker de taper dans un ballon avec son fils, même avec une orthèse qui stabilise son genou. Il a changé 3 fois de médecin en 20 ans. Et aujourd'hui, il est de nouveau question d'une intervention chirurgicale. Lourde cette fois-ci. Si je me décide un jour à me faire poser une prothèse du genou, j'espère bien que les douleurs disparaîtront pour longtemps. Donc la prothèse du genou, là on voit donc son orthèse. Alors ça, je pense que c'est une orthèse qui n'est pas faite sur mesure. C'est on va dire du petit appareillage, que c'est de l'industriel. Fait pour stabiliser son genou, donc éviter que le fémur et le tibia, peut-être ça fasse un peu plus, que ça fasse ça, ou que voilà. Mais ça va plus éviter les mouvements latéraux, on va dire, du genou. Mais dans le plan frontal, ici, quand le fémur, quand il plie le genou, eh ben, ça n'empêche pas forcément les frottements. Donc, si voilà, ça peut aider, mais voilà, ça ne résout pas ce problème-là. Et je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les prothèses de genoux, parce qu'il y en a de plusieurs types. Alors là, je suis carrément allée sur voilà, chirurgie orthopédique. Voilà. Donc là, vous avez une radio avec un genou sur lequel on a mis une prothèse. Alors, et vous voyez ici, donc ce qui est en blanc, hein, en général, quand le métal, comment les rayons ne traversent pas le métal, donc tout de suite ça ressort sur une radio. Et là, on voit qu'il y a eu, ça n'a été posé que d'un côté. Alors en anatomie, souvent on va parler sur un compartiment. Vous avez le compartiment interne, oui, c'est ce côté-là, la fibula étant à l'extérieur, le compartiment interne et le compartiment externe. On essaye, quand c'est possible, de privilégier une prothèse partielle de genou pour notamment préserver certaines structures, comme par exemple les ligaments croisés. Vous avez certainement dû en entendre parler, parce que souvent les footeux, quand ils se blessent, on dit « Ah, il s'est fait le ligament croisé » ou voilà, enfin, c'est un peu la blessure classique du genou. Donc ça, c'est la prothèse partielle, mais peut y avoir aussi une prothèse complète. Donc là, on vient même au niveau de ce qu'on appelle le plateau tibial, donc c'est le dessus du tibia qui va recevoir la tête du fémur. On peut aussi venir poser une prothèse complète avec aussi ici sur la tête de fémur, il y aura aussi une partie métallique comme on voit là, hein. En fait, c'est juste que ça sera vraiment partout. Donc, pourquoi plutôt prothèse partielle? Donc, pour préserver les structures. Après, il y a des contre-indications, des choses qui font qu'on peut ne pas pouvoir proposer une prothèse partielle du genou pour plusieurs raisons. Les avantages, donc ça va garder les certaines structures. En revanche, moi, ce que j'avais fait des recherches au début, c'était, donc là, on voit bien les ménisques ici, hein. Vraiment entre les deux, c'est vraiment pour moi, enfin un peu plus ou moins comme un coussin amortisseur. Il y a un rehaussement avec la prothèse complète. Non, parce que justement, en fait, ils viennent couper la tête, le plateau tibial. Ils mettent à plat et ils mettent leur prothèse dessus. Donc ça refait carrément une articulation, en fait. Mais du coup, bah ouais, il y a plus les ménisques, il y a plus les ligaments. Enfin, tu vas devoir du coup shunter une partie de ce qui est quand même un peu utile au genou. Donc quand tu peux l'éviter, tu le fais, quoi. Ce qui m'intéressait aussi, c'était savoir
la durée de vie en fait donc là, il parle des complications les plus fréquentes, donc la phlébite, l'hématome, les raideurs du genou, les infections, hypoesthésie de la face antérieure, donc une baisse de la sensibilité au niveau de l'avant du genou. Et la phlébite, c'est un potentiel caillot au niveau veineux. Donc voilà, il s'agit d'un caillot qui se forme dans les veines des jambes. Et ça peut, voilà, ça peut migrer et entraîner une embolie pulmonaire. Donc ce petit caillot qui au début était dans la veine des jambes, quand il y a une phlébite, c'est une urgence, c'est une urgence absolue. Parce que ce petit caillot qui est dans les veines, pour l'instant, entre guillemets, sur le coup, c'est douloureux, mais c'est pas vital. Mais le risque, c'est qu'il se barre et qu'il aille taper qu'il aille venir boucher au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau cérébral. Enfin, en fait, il va où il veut dans la circulation, en fait. Donc une phlébite est une urgence. Voilà, à savoir aussi. Et la durée de vie, alors là, il disait la durée de vie, en fait, ça dépend si la prothèse est posée avec l'assistance du robot, donc ou sans assistance du robot. Donc là, il parlait 80% à 10 ans, le taux de survie des prothèses. Et du coup, c'était nettement inférieur à la prothèse totale de genou. Donc on a vu, hein, où on vient même on enlève tout le milieu du genou, en gros, enfin toute l'articulation quasiment, qui est de 93,3%. Dis donc, ils sont très très précis. Mais que ça augmente avec l'utilisation du robot qui permet une meilleure précision et du coup, on a moins de décèlement d'implants. Et dans ces cas-là, on arrive à peu près le même taux la même espérance entre guillemets de vie de la prothèse totale, c'est-à-dire 15 à 20 ans. Et là, on a vu que notre gentil monsieur, il est quand même, il a l'air relativement jeune, quoi. Et s'il doit se refaire opérer dans 15-20 ans, il sera peut-être un peu moins jeune et ce sera peut-être un peu moins simple de l'opérer. Donc voilà. Et je ne sais pas quelles sont les conséquences si on n'opère pas dans ces cas-là au moment où la prothèse, elle est fatiguée, on va dire. Je sais pas trop quelles sont les conséquences, mais à mon avis, elles ne sont pas très très bonnes pour l'articulation. Et j'espère que ce n'est que pour l'articulation. Mais bon, l'articulation du genou, pour la marche, ça sert. Donc une personne âgée, mine de rien, un de ces derniers points de choses qu'elle a dans l'autonomie qui est hyper importante, notamment, c'est la marche, quoi. Donc si vous enlevez la marche à quelqu'un à un certain âge, et même quand vous êtes jeune, hein, ça reste problématique, mais une personne âgée, elle est moins adaptable, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on se fait poser ce type de matériel, de prothèse interne, c'est que souvent, oui, au bout d'un certain nombre d'années, alors de plus en plus long, hein, 15-20 ans, c'est quand même long, mais il faudra la changer. Donc c'est pour ça que souvent, on essaye de retarder un maximum la pose de ces prothèses. Comme Volker Erkel, de nombreux patients souffrent de douleurs aiguës. Ils veulent être soulagés rapidement et souvent les médecins cèdent à leur demande. Oui, avoir mal, c'est pour cette raison que le nombre d'opérations du genou augmente depuis plusieurs années. En 2022, plus de 180 000 prothèses du genou ont été posées en Allemagne, soit une augmentation de plus de 40% depuis 2005. Ça fait beaucoup. En 17 Le système de santé allemand est organisé de telle manière qu'il encourage les interventions chirurgicales. D'une part, les caisses d'assurance maladie limitent les dépenses pour les thérapies conservatrices, comme la kinésithérapie. D'autre part, une opération du genou est un acte bien remboursé, facile à chiffrer et à réaliser par les établissements de soins. Et en gros, si je comprends bien, la philosophie, si on préfère, on opère et c'est bon, quoi. Plutôt que de privilégier peut-être quelque chose qui va être plus long, qui va devoir être plus régulier dans le temps et
mais où au final on n'aura pas cette opération et on pourra préserver l'intégrité du patient, enfin l'intégrité physique du patient entre guillemets, en ne l'opérant pas. Est-ce que dans certains cas ça vaut pas la peine d'essayer? Enfin après c'est la philosophie, en tout cas en Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il en est en France tout à fait, mais bon. Ce recours systématique à la chirurgie soulève des questions, comme à l'hôpital des Frères de la Miséricorde de Trèves. Arne Björn Jäger y exerce comme chirurgien orthopédique. Bien souvent, les patients qu'on lui envoie n'ont pas été suffisamment informés quant aux solutions alternatives, ce qu'il déplore. Il m'arrive fréquemment de recevoir des patients qui ne sont pas encore sûrs de vouloir se faire opérer. Je leur conseille alors de suivre d'abord un traitement autre que la chirurgie. Car tout acte chirurgical comporte aussi des risques. Volker Erkel a aujourd'hui rendez-vous avec le docteur Jäger. Jusqu'ici, il essaie de ménager son genou afin d'éviter la douleur. Quand on monte les escaliers, c'est environ 6 fois le poids du corps qu'on doit soulever. Alors ça serait mieux pour l'exercice. Mais pour mon genou, je préfère prendre l'ascenseur. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais alors ça date de mes cours d'ortho et je serais incapable de vous refaire le calcul, mais effectivement quand vous prenez en physique les vecteurs force qui s'appliquent à ce moment-là dans les contraintes d'une articulation, notamment du genou, nous on regardait aussi au niveau de la hanche, effectivement vous pouvez avoir ce genre de choses où vous portez 6 fois le poids de votre corps sur une articulation en fonction de ces fameux vecteurs force, et je ne vais pas vous imposer les calculs ce soir parce que je serais bien incapable de vous les refaire. Mais voilà, c'est il y a une explication de physique dure derrière, voilà, juste pour l'information. Le docteur Jäger souhaite éviter les opérations inutiles. C'est pourquoi il dispense également des conseils dans un cabinet de médecine générale. Bonjour monsieur Erkel. Faudra-t-il opérer Volker Erkel ou d'autres possibilités sont-elles envisageables? Jusqu'où pouvez-vous plier, si je vous aide un peu? Là, ça commence. Ça commence à faire mal. Le genou est la plus grande et la plus complexe des articulations. Mais le docteur Jäger est optimiste quant au rétablissement de son patient. Oui, l'épaule est complexe aussi. Mais bon, je ne suis pas objective. Étant concernée. On peut améliorer le maintien de la rotule, notamment grâce à un entraînement musculaire intensif. En fait, le genou est effectivement quand même complexe, hein, je rigole, mais il y a tout, il y a la rotule qui va faire un effet de poulie au niveau des muscles pour pouvoir avoir cette extension, notamment de la jambe. Mais du coup, elle va devoir glisser un petit peu sur l'avant. Le fémur, en fait, il fait pas juste ça. Il fait ça et il glisse vers l'avant. Alors, je surjoue le glissement vers l'avant pour que vous le voyez bien. Mais s'il faisait que ça, il serait uniquement sur l'arrière du plateau tibial. Sauf que pour répartir l'ensemble de la charge, il va devoir glisser vers l'avant pour pouvoir stabiliser les choses. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, effectivement, c'est quand même une articulation qui est un petit peu complexe. En plus, à côté de ça, vous avez la tête de la fibula qui rentre pas forcément directement en compte dans l'articulation du genou, puisque on le voit, hein, que là, ça c'est la tête de la fibula. Vous voyez, elle est sur le côté en bas du plateau tibial, donc elle n'est pas directement liée. Mais bon, ça peut impacter aussi. Donc voilà. Plutôt que d'opérer, le docteur recommande de faire davantage d'exercices, mais au risque d'intensifier les douleurs. Un vrai cercle vicieux. Est-ce que c'est judicieux, si j'ai beaucoup d'escaliers à monter, de prendre l'ascenseur? C'est très important d'intégrer des moments dans la journée où vous montez les marches en pleine conscience. S'il veut éviter l'opération, Volker Erkel doit surmonter son appréhension de la douleur.
Le psychisme joue un rôle très important chez lui, plus qu'il ne l'imagine. Il connaît ses douleurs, donc automatiquement, il a une peur inconsciente de les réveiller. Quand on souffre, on adopte des postures d'évitement qui créent encore plus de douleur. Pour sortir de cette spirale infernale, Arne Björn-Jäger développe actuellement un concept thérapeutique singulier. Donc oui, effectivement, alors on l'avait vu notamment quand on a regardé le reportage sur les fascias. La mémoire de la douleur, c'est vraiment quelque chose qui en fait, les deux vont s'alimenter. Le corps va alimenter le psychique va alimenter le corps. On avait vu cet impact, donc comme je vous disais, les fameux fascias. Donc ces tissus conjonctifs qui sont partout dans notre corps, hein, partout, autour de vos os, de vos organes, etc., de vos muscles. Ils sont très sensibles. Le cerveau, si vous ressentez une douleur, ça va apporter, enfin, si vous êtes stressé, les fascias, entre autres, hein, mais pas que, vont réagir, vont donc après eux-mêmes envoyer un signal de douleur, et en fait vous rentrez dans une boucle qui fait que voilà, vous êtes tout le temps dans l'appréhension, et ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que effectivement derrière, comme ils le disent, on va avoir tendance à avoir des postures d'évitement, qui sont pas forcément des bonnes postures. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en voulant éviter, on va faire une posture de compensation qui peut engendrer elle-même d'autres douleurs, voire aggraver celle existante. Parce qu'en fait, ces postures-là de compensation ou d'évitement sont des postures qui vont créer un déséquilibre sur une situation déjà potentiellement déséquilibrée. Donc vous empilez les couches au final derrière, et ça vous donne un château de cartes qui est un petit peu branle-ballon, quoi. Donc c'est pour ça que ces postures d'évitement sont, voilà, sur le coup on a l'impression que ça se fait moins mal, mais c'est pas sur du long terme, c'est rarement très bon. Donc il faut mieux prendre entre guillemets le mal à la racine et essayer de remettre un peu d'équilibre sur la situation de départ plutôt que de mettre du déséquilibre sur du déséquilibre sur du déséquilibre, etc., etc. Qui met à profit les bienfaits de la nature. Ma vision consiste à proposer aux patients une thérapie par le jardinage. C'est un très bon traitement complémentaire, notamment pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Des études montrent que le jardinage est bénéfique pour le mental, mais aussi pour le corps tout entier. Bêcher, sarcler et planter profitent à notre forme physique. La pelle et le râteau deviennent alors des accessoires stratégiques qui aident à développer et à renforcer la musculature. Cela améliore la mobilité et la stabilité des articulations. La lumière du soleil stimule la production de vitamine D, ce qui est bon pour le métabolisme. Le contact avec la nature favorise la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur, qui atténue les douleurs. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'ai un mini-reportage qui vient du Canada sur justement les bains de forêt, enfin les immersions dans la forêt, qui sont issus de la culture japonaise qui s'appelle le Shirin-yoku, si je ne me trompe pas, et qui a montré ses bienfaits au niveau notamment du mental, voilà, mais qui a aussi un impact. Mais bon, encore une fois, hein, les deux étant liés, c'est un petit peu normal. On voit aussi les impacts mesurables sur la tension artérielle, etc., etc. Mais voilà, il y a toujours une logique, hein. On peut difficilement dissocier les deux, puisque votre corps réagit à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, notamment via, entre autres, le système nerveux, mais pas que, via le système hormonal aussi. Donc voilà, si vous avez du stress, votre corps il va réagir parce qu'il est programmé pour y réagir, et voilà, ça aura des conséquences, Donc la nature, c'est vraiment, enfin voilà,
il y a une corrélation d'aller en nature régulièrement, ça fait du bien. Et voilà, je peux que vous encourager si vous avez un parc à côté de chez vous ou encore mieux, une petite forêt, un petit coin de nature, voilà, d'y aller régulièrement. Ça fait du bien, vous pouvez marcher un peu, vous pouvez aussi juste vous poser et profiter, prendre ce petit temps pour vous. Voilà, c'est toujours positif. Le docteur Jäger pense que cela pourrait aussi aider Volker Erkel. Il met en place pour lui un programme d'activité physique de 6 semaines. Son quotidien est marqué par la douleur. Depuis 5 ans, Jürgen Wibelt souffre d'une plaie ouverte au pied gauche. Si sa situation ne s'améliore pas, il risque d'être amputé. Sa femme Manuela, infirmière... Alors là, je pense, pour qu'une plaie ne cicatrise pas comme ça en 5 ans, peut-être que vous vous demandez comment c'est possible que ça ne cicatrise pas au bout d'autant de temps alors que le monsieur est suivi. Il y a certainement une pathologie sous-jacente du type des problèmes circulatoires, peut-être un diabète. Voilà, il y a des pathologies qui entraînent des complications au niveau de la cicatrisation et qui peut en arriver malheureusement à ce genre de choses où eh ben, on est à 2 doigts de l'amputation. Parce qu'une plaie ouverte aussi comme ça depuis autant de temps, souvent certains tissus vont nécroser, donc vont mourir. Ce qui peut aussi engendrer des risques d'infection, voire de septicémie, donc c'est-à-dire d'infection généralisée. Et là, c'est très, très, très grave. Et c'est pour ça, et pour aussi permettre aux patients de retrouver parfois une certaine autonomie, hein, parce que là, ça fait 5 ans qu'il a mal, que l'amputation est envisagée. Mais voilà, à chaque fois, c'est toujours une décision assez lourde hein, d'amputer. de formation nettoie quotidiennement la plaie. La douleur est si forte que même les opiacés ne font plus effet. Je ne sais plus quoi faire. C'est à se taper la tête contre les murs. C'est indescriptible. L'origine de la blessure est tout à fait anodine. Une paire Comme de bottes en souvent. caoutchouc mal ajustées qui exerce une pression sur une petite zone du pied. Le septuagénaire, qui souffre d'un problème de circulation sanguine, Voilà. tarde à consulter un médecin. Son état se dégrade rapidement. Ça, c'est un classique. C'est ce qu'on appelle les. Enfin, je pense que là, on est dans ce cadre-là, les escarres. En fait, vous avez un petit point de pression à un endroit donné. Donc là, sur le côté de la cheville, on a les 2 petites bosses de chaque côté de la cheville, les malléoles, qui sont en fait les os. Hein. Ce sont en fait le bout de votre tibia et le bout de votre fibula, ou autrement dit péroné, qui forment les malléoles. C'est ça en fait. Donc vous avez ces 2 os-là qui sont vraiment voilà, il y a juste la peau, hein, c'est un peu comme avec le tibia, hein, quand on prend dans un coup dans le tibia, on le sent. Et ben, au niveau des malléoles, c'est un peu pareil, c'est vraiment à la surface et du coup, bah, ça va beaucoup plus facilement, effectivement, lors d'un appui un peu prolongé, pouvoir déclencher une blessure. Et quand vous avez des problèmes circulatoires, ça peut malheureusement partir en cacahuète, quoi. Il y a pas d'autre mot, quoi. Et d'une petite blessure, on arrive à 5 ans de souffrance où voilà, le monsieur ne peut plus vraiment marcher. Il prend des opiacés, enfin, c'est quand même pas un rien, des antidouleurs. Euh, euh, voilà, c'est une situation assez compliquée. Force, on finit par se poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux amputer plutôt que d'avoir à supporter en permanence une douleur pareille? Ça, c'est une question qui revient aussi chez pas mal de patients dans ce cas-là, parce que 5 ans de souffrance, quand vous avez mal durant 5 ans, que ce soit dans son cas suite à une blessure qui ne cicatrise pas, ou moi j'ai croisé un patient tout début de ma formation dans une entreprise où je faisais un stage à l'époque, un patient qui avait eu un accident et il avait été amputé au niveau du tibia, donc en dessous du genou, donc il avait toujours son genou,
Mais en fait, son genou avait aussi été, on va dire, enfin, il n'y a pas vraiment d'autre terme, hein, broyé lors de l'accident. Et les chirurgiens ont tout fait pour essayer de sauver son genou. Ils ont fait, il a subi plein d'opérations, etc. Et il continuait d'avoir mal. Il continuait au final à pas vraiment pouvoir utiliser son genou. Donc il avait une prothèse avec un genou qui était non fonctionnel, des douleurs tous les jours, comme ce pauvre monsieur, pareil, enfin voilà, dans la même idée. Et en fait, il a fini de lui-même par demander à être amputé au-dessus du genou. Et bien, en fait, après son opération, quand il a été appareillé du coup avec une prothèse, cette fois-ci fémorale, puisque donc l'os de la cuisse s'appelle le fémur, donc on parle de prothèse fémorale dans ces cas-là. Et en fait, il a beaucoup mieux, il a gagné en autonomie, il a gagné en confort de vie puisqu'il n'avait plus, il n'avait plus ces douleurs comme ça qui le tenaient continuellement. Enfin voilà, parfois, parfois, oui, la question se pose. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas? Parce que, bah, il y a des choses positives. Enfin, quand vous êtes, bien appareillé, il y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Mais la Vibelt question, vivent dans une petite ferme l'amputation, à Kapsweier, près ça de reste, Karlsruhe. ça reste en dernière Manuela intention. Vibelt a pris un congé professionnel pour pouvoir s'occuper de son mari, ainsi que des animaux. Si au moins il pouvait retourner voir ses chevaux, ce serait bien. Mais pour l'instant, la douleur est trop forte. Ça lui fait trop loin. Ensuite, il a mal partout. Jürgen Vibelt a construit la ferme et les écuries de ses propres mains. Aujourd'hui, il est cloué à son fauteuil à cause de sa blessure. Ce que ça fait, c'est une leçon d'humilité, tout simplement. Tous les soins à base de pommades et de bandages ont échoué. Toutefois, une nouvelle thérapie est mise en pratique à Karlsruhe. C'est le dernier espoir de Jürgen. En Allemagne, environ 3 millions de personnes souffrant de plaies chroniques sont traitées chaque année. Environ 40 000 devront être amputées, du fait notamment de l'absence de solutions curatives. Alors là, ce nombre, je pense parce qu'il est important. Je ne connais pas la population totale allemande, mais le nombre est important. Donc, dans ces problèmes de cicatrisation de plaies comme ça, certainement par l'augmentation des maladies chroniques de type cardiovasculaire, donc avec des problèmes circulatoires, le diabète de type 2 aussi qui augmente, mais c'est partout dans le monde, hein. C'est surtout dans les pays, on va dire riches, je vais mettre des guillemets, mais voilà, ce type de pathologie est plus fréquente. Donc ça complique la cicatrisation et ça représente du coup, comme je disais, un risque accru de nécrose, de septicémie lié à l'exposition de la plaie aux infections. Après, ça peut être aussi également des brûlures graves qui peuvent être compliquées aussi à cicatriser. Et voilà. À l'hôpital municipal de Karlsruhe, on tente d'explorer de nouvelles voies. Carsten Marenholtz est régulièrement présent dans l'établissement. Cet entrepreneur a mis au point une technologie qui ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement des plaies. Ce qui me motive, c'est de rendre les innovations applicables dans la réalité. C'est un des grands problèmes de la science. On obtient des résultats spectaculaires, de formidables réussites, mais qu'on ne parvient pas à mettre en pratique. Alors la difficulté de mise en pratique, je pense que ça peut s'expliquer par pas mal de facteurs, notamment la prise en charge des coûts élevés aussi au début, puisque ce sont des solutions innovantes, donc souvent il y a un coût plus cher, en tout cas au début, parce qu'après, potentiellement, il peut y avoir des économies d'échelle avec le développement au niveau industriel, on va dire. Après, ouais, il peut y avoir des blocages politiques, légaux. Il y a aussi les habitudes de pratique des médecins et des chirurgiens qui parfois sont habitués à une technique, connaissent les résultats, savent où ils vont et parfois ont un petit peu de mal
à aller vers ce qui est nouveau, et parce qu'ils considèrent qu'ils ont pas encore assez de recul. Et bon, c'est toujours pareil, hein, si vous pouvez pas faire, bah, vous aurez jamais de recul, ou vous aurez pas assez, entre guillemets, un échantillon assez grand euh, pour, euh, pour vous faire bien une idée, on va dire ça comme ça. Et faire des études longues pour connaître les effets à long terme, voilà, c'est pas forcément toujours simple. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la difficulté voilà, de la mise en pratique des innovations. Après, ce qu'il faut aussi, enfin, ce qu'il faudrait aussi se poser comme question, c'est les avantages, parce que si effectivement il y a un coût peut-être important au départ, mais qu'au final vous avez un patient qui, au lieu d'être suivi, bah, comme le monsieur, sur 5 ans, avec des soins récurrents et des allers-retours très certainement à l'hôpital aussi très 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 fréquents, vous avez à un instant T, oui, une grosse dépense, mais qui au final coûtera moins cher que cette prise en charge longue, en fait, sur le long terme. Donc voilà, il y a des choses à réfléchir, et même là, si, une technique, une innovation peut permettre d'éviter une amputation, bah, vous évitez à quelqu'un, voilà, de devoir, se faire, appareiller avec une prothèse qui a un coût. Heu voilà, c'est plein de choses aussi, qui vont, et puis parce que bon, avec les prothèses, bon, selon enfin, maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, on peut faire quand même beaucoup de choses, avec une prothèse, hein. Mais bon, il y a des choses qui on peut pas, forcément tout faire, surtout que ce patient notamment est un peu âgé. Donc voilà, c'est tous ces coûts-là qu'il faudrait prendre en compte pour vraiment dire: «Votre, innovation, c'est bien, mais ça coûte cher». Il faudrait regarder de façon plus large. Le professeur Martin Stork dirige le service de chirurgie vasculaire. Il cherche justement de nouveaux traitements. L'invention de Karsten En Marenholm chirurgie vasculaire, encore une fois, c'est là où vous êtes plus susceptible de croiser les patients qui ont des problèmes de cicatrisation. s'apparente à un gros pansement. Ce support permet d'appliquer sur la plaie une substance active appelée plasma froid, qui va accélérer sa guérison. Les plasmas froids sont connus depuis longtemps en médecine, mais c'est la première fois que leur application permet d'obtenir des résultats significatifs. Le protocole est simple. Il suffit de brancher le dispositif sur le courant pour que le plasma se forme, un phénomène plus perceptible au son qu'à la vue seule. Le plasma est créé par un apport d'énergie qui modifie l'état physique de la matière. D'abord solide, elle se transforme en liquide, puis en gaz, et enfin en plasma. Ces différents composants, les atomes, les électrons et les ions, deviennent de plus en plus actifs et stimulent la croissance des cellules saines. Ce phénomène se produit à 38 degrés, une température qui est bien tolérée par la peau. Utilisée dans les bonnes circonstances, cette innovation permet de soulager de nombreux patients. Pourtant, les caisses d'assurance maladie sont encore sceptiques. On ne devrait pas être hostile par principe à l'innovation en Allemagne. On ne devrait pas rejeter une nouvelle thérapie un peu plus chère, simplement parce qu'elle ne peut pas prouver immédiatement qu'elle est meilleure que tout ce qui existait jusqu'à présent. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'innovation et les preuves. Et cet équilibre est parfois compromis dans notre pays. Actuellement, la thérapie utilisant le plasma froid n'est remboursée par les caisses d'assurance maladie qu'au cas par cas. Jürgen Wibelt a de la chance. La sienne prend en charge les frais de traitement qui s'élèvent à 2 600 €. Alors certainement aussi, peut-être parce que ça fait 5 ans qu'il est sous traitement et que rien ne se passe, et qu'ils ont fini par se dire: «Ça nous coûtera peut-être moins cher si ce traitement, même s'il est cher, bah, le soigne, en fait». Peut-être, ce qui s'est passé, et que c'est pour ça qu'ils l'ont pris en charge. Les plasmas froids, alors attendez, parce que j'avais trouvé, en France notamment, il y a un article, des militaires, là, attendez. Déjà, je voulais regarder plasma froid. Et tac, hop. Donc
Le plasma froid agit sur 4 piliers de la cicatrisation cutanée en favorisant la prolifération des cellules du derme et de l'épiderme, la création de nouveaux vaisseaux sanguins, donc ce qui va forcément, si vous avez un apport en nutriments, plaquettes, etc., donc les plaquettes pour faire la coagulation, etc., enfin bref, toutes les petites cellules qu'il faut bien pour cicatriser, vous allez aider. La production de protéines du derme et la stimulation des cellules immunitaires impliquées contre les infections. Donc, ce qui est aussi très important puisque, encore une fois, quand vous avez une plaie, forcément, il y a une exposition aux infections. Donc, de pouvoir plus vite vous cicatriser, plus vite vous êtes à l'abri de ces infections. Et donc, on voit ministère des Armées, Agence d'innovation, un traitement innovant basé sur les plasmas froids pour stimuler la cicatrisation des brûlures sévères infectées. Et là, c'est le 17 novembre 2021. Je mettrai cet article-là dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Je vais remettre le lien du Discord que Colibrigan ne verra pas, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je ne vais pas lire tout l'article, mais ça existe. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que là, c'est le premier truc qui est sorti quand vous tapez plasma froid, c'est ça. Hein. C'est l'agence de l'innovation de défense. Donc, c'est un truc de l'armée. Et souvent, tout à fait, désolé Calibrigan. Souvent, c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations, pas toutes, hein, mais voilà, les brûlures, parce que forcément, dans la guerre, il y a des brûlés, il y a des grands brûlés. Nous, pour ce qui est prothèses, etc., amputation, pareil, en général, les services de l'armée investissent dans les innovations pour aider les soldats blessés au combat. Donc voilà, c'est pas rare qu'on ait, entre guillemets, affaire à eux dans le domaine de la santé et de l'innovation dans la santé, pour voilà, des choses quand même assez précises et en rapport avec les blessures de guerre. Mais voilà, on les retrouve régulièrement, on va dire ça comme ça. Et où est-ce qu'il est ? Il est là. Avant d'appliquer le dispositif, on doit retirer les tissus nécrosés. Une étape douloureuse pour le patient. On comprime un peu la plaie pour éviter que ça saigne trop. Je connais, j'ai l'habitude. Il n'y en a plus que pour quelques minutes. On met le pad on sent que c'est un dur quand même. Hein. Et la production de plasma froid démarre. Jürgen Wiebelt doit désormais répéter le processus tous les 3 ou 4 jours. L'œil exercé de Martin Stork voit tout de suite qu'il y a eu du changement. Ça a réagi. En bien. Au fond de la plaie, on voit des segments rougeâtres. C'est signe d'une meilleure irrigation et d'un début de bourgeonnement. 2 minutes ont suffi. Le bourgeonnement, c'est-à-dire la formation de nouveaux tissus, a commencé. D'ici quelques semaines, Jürgen saura s'il échappera à l'amputation. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça que effectivement, c'est génial, hein, mais c'est ça qui est un peu qui peut être frustrant dans le médical, c'est que voilà, il y a alors pour des bonnes raisons aussi, hein, c'est pour la santé des patients, mais il y a aussi des mauvaises raisons quand ce sont des raisons uniquement financières, quoi. Même si ça peut s'entendre, hein, mais après, je ne connais pas le système allemand, je ne sais pas si c'est des assurances privées, si c'est comme nous, ils ont un équivalent de sécu avec des mutuelles, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ouais, ça peut être très frustrant quand même de se dire, il y a quelque chose qui existe, mais c'est pas accessible, quoi. Surtout que je repense à hier, le coût des prothèses en impression 3D et le gars qui a voulu se faire sa propre prothèse bionique, myoélectrique, parce que la prothèse dont il avait besoin n'était pas prise en charge par la Sécu et valait 27 000 €.
ce qui est fou, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de patients qui sont concernés par ce type de choses. Donc oui, ça paraît très cher, 27 000 € sur le coup, mais si on compare à d'autres dépenses, au final, c'est pas tant que ça. Et en plus, c'est une dépense, encore une fois, qui va redonner de l'autonomie à la personne, qui va pouvoir travailler, qui va pouvoir s'occuper d'elle plus facilement. Enfin, il y a des coûts comme ça où, encore une fois, on devrait avoir une vision un peu plus, un peu plus globale, un peu plus long-termiste que le simple coût ponctuel que ça, quoi. Parce que une personne qui a une perte d'autonomie, et pour elle, c'est très compliqué, mais ça va être aussi un coût global, en fait. Et si vous lui redonnez de l'autonomie, bah, c'est gagnant-gagnant. La personne, elle se porte mieux, elle vit les choses mieux, donc pareil, elle se sent mieux, donc elle a moins de risques aussi d'être malade ou de choses comme ça, ou en tout cas, elle réagira mieux parce qu'elle est mieux dans sa peau, parce qu'elle est autonome et derrière, bah, elle va pouvoir aussi faire plus de choses et donc apporter aussi, voilà, on va dire entre guillemets, sa contribution, si on peut dire. Mais bon, voilà, c'est des choses qui me titillent un petit peu. Je pense que vous l'aurez compris. À Trèves, Arne Björn Jäger, chirurgien orthopédique, a développé une thérapie par le mouvement hors du commun, qui devrait permettre d'éviter certaines opérations. Bienvenue à tous dans le groupe de thérapie du genou. Les exercices ont d'abord lieu dans la salle de gymnastique et prendront bientôt place dans le jardin. Volker Herkel et les autres patients vont apprendre à identifier les déclencheurs de la douleur. Encore, c'est bien. Ce sont des muscles très importants pour monter les escaliers, pour la coordination. 6 semaines durant, cette séance d'1 heure est suivie d'exercices à reproduire à la maison. La semaine dernière, j'avais encore plus mal à la fin de l'heure qu'au début. Mais là, plus du tout. Tentez d'indiquer l'heure avec les pieds sur une surface molle. Il faut pour cela jouer les équilibristes. Mais cet exercice fait travailler le pied, tout en renforçant la stabilité du genou. 6 heures. Je préfère 6h30. Volker Herkel progresse petit à petit. La peur de se faire de nouveau mal est difficile à surmonter. Là, ces exercices-là, là, sur les mousses, parfois sur des petits plateaux, c'est ce qu'on appelle les exercices de proprioception. En fait, on va venir stimuler aussi tout ce sens proprioceptif, donc qui est un sens interne, qui va permettre en fait aussi un renforcement des muscles profonds et une meilleure stabilité aussi sur le long terme, parce que forcément tout ça prend du temps. Ce que je trouve, je vais parler là de mon expérience en tant que prof de pilates, même si elle n'a pas été très longue puisque le Covid est passé par là. Je me suis lancée et le Covid est arrivé quasiment dans la foulée, mais bon, ça reste pour moi une très belle expérience, mine de rien, parce que j'ai quand même beaucoup appris. Bref, j'avais un patient qui avait un gros problème de genou et qui devait se faire un élève qui avait un gros problème de genou et qui devait se faire opérer. Et moi, je le suivais dans ce qu'on appelle un cours collectif. Donc, c'était une dizaine de personnes. C'était sur tapis, parce que bon, en pilates, il y a plusieurs types d'appareils. Il y a le tapis, le réformeur, le Cadillac, enfin bref, il y a la chair, bref, il y a plein de choses. Et le pilates, ça a été créé à la base par Joseph Pilates. Normalement, on devrait dire Pilates, hein, parce qu'il était allemand. Mais bon, en France, on aime bien pas faire comme tout le monde, donc on dit Pilates. Et ça a été créé quand même comme à visée rééducative et aussi comme une routine potentiellement pour aussi se maintenir en forme. Bref, cet élève que je suis depuis quelques temps maintenant en cours collectif, il vient avec sa femme. Bon, je fais ce que je peux. Il me semblait que ça a été créé par Ponce Pilate. Tout à fait.
Euh, Ah, j'aurais dû m'y attendre, j'avoue, j'étais pas prête. Donc ce patient, voilà, il vient avec sa femme. C'est un des rares hommes que j'ai dans le cours, hein, on va pas se leurrer. J'ai plutôt des dames dans ce cours. Et bon, souvent, il est un peu, voilà, il fait les mouvements, il fait le truc, mais il est un peu dans sa bulle. Et puis, il vient me voir, il me dit: «Bah, voilà, je dois me faire opérer, dans quelques semaines et j'aimerais prendre des cours particuliers, au moins faire 4 cours particuliers avec toi avant mon opération pour préparer l'opération». Parce que plus vous arrivez entre guillemets «en forme» à une opération de ce type-là, mieux c'est. Enfin, plus vaut mieux arriver en forme, pour partir parce que vous allez forcément perdre après l'opération, vous allez être immobilisé. Enfin bref, il y a tout un protocole de rééducation, etc. Mais c'est sûr que si vous arrivez déjà avec une bonne base, ben la différence forcément enfin ce que vous allez perdre, voilà, sera moins que si vous êtes déjà là, vous allez perdre encore plus. Enfin, vous allez vraiment, vraiment en baver. Donc lui était parti dans cette idée-là de faire des séances en individuel. Forcément, c'était un investissement, hein, parce que le cours collectif était de fait moins cher qu'une séance en cours particulier, normal. Et donc, on fait ces 4 séances. On commence, moi, du coup, je passe mon temps en fait je l'embête avec ce qu'on appelle le centre. Donc, l'idée, je vais essayer de faire simple, mais le centre, les abdos, le ventre, l'énergie qui part du centre et qui se diffuse après à toutes les extrémités, on va dire. Je simplifie. Bref, je l'embête énormément avec ça. On fait une séance, deuxième séance. Je crois que c'est la deuxième séance où il arrive, où il me dit: «Purée, cette semaine, j'ai pas eu mal à tel point que je me suis demandé si je devais me faire opérer», alors que ça faisait 2 ou 3 séances, hein, seulement en individuel, hein. Je me suis demandé si je devais me faire opérer. Il me dit: «Bon, après, ce week-end, j'ai fait de la plomberie, je me suis retrouvée à genoux sous l'évier et là, j'ai eu mal au genou. Donc bon, ça m'a rappelé pourquoi je me faisais opérer». Il m'a dit: «Je n'avais pas eu pas de douleur, en gros, aussi longtemps depuis des années, en fait». Et je pense très clairement que cette personne, avec un suivi comme ça régulier, parce que on a travaillé un peu son genou, mais vraiment, je me suis vraiment concentrée sur ça, parce que c'est un des piliers de la méthode Pilates. Je me suis vraiment focalisée là-dessus, parce que je voyais bien que même en cours collectif, voilà, il n'avait pas cette base-là. Et rien qu'avec ça, avec ce qu'on a fait ensemble sur, du coup, au total 2 ou 3 heures, plus la 4e heure qui a été, on va dire, la cerise sur le gâteau. Mais rien qu'avec ça, bah voilà, il était vraiment soulagé. Les effets étaient positifs. Et ça s'explique en partie parce que je vous parlais un peu d'équilibre, d'harmonie, même si je sais que pour certains, ça veut plus ou moins rien dire. Mais le fait d'appliquer des contraintes, notamment sur vos articulations, avec des muscles qui sont équilibrés dans leur réponse, dans leur force aussi. On parlait de la tenségrité, pareil avec les fascias, le fait que ces différentes tensions puissent maintenir un système en équilibre en diminuant les pressions à l'intérieur, notamment des articulations. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair, mais bon, tapez tenségrité, vous verrez l'idée en tout cas de ce concept-là. Voilà, avoir en tout cas des muscles, une musculature équilibrée et une énergie renvoyée pour faire un mouvement qui est juste, eh ben, vous pouvez soulager pas mal de choses, quoi. Et ce monsieur qui se fait, qui est donc en pleine rééducation, je pense que c'est l'objectif de ces exercices spécifiques. Mais c'est ça, en fait, c'est de redonner un équilibre autour de son articulation qui, au niveau musculaire, doit être complètement désorganisé et du coup, ben, ne fait qu'aggraver la situation, quoi. Ça peut s'appliquer à un corps en mouvement, la tenségrité.
Je dis oui. Enfin, notre corps est plus ou moins. Enfin, tiens, c'est pas comme on l'avait vu, c'est pas le squelette qui tient le corps, mais c'est vraiment tous les composants, que ce soit ligamentaires, toutes les structures en fait, les ligaments, les muscles, les fascias, tout ça qui tient vraiment le corps. Et qui tient au final les os dans leur position, et notre corps bouge. Donc en fait, la tenségrité, on peut dire qu'elle s'applique en mouvement. Après, ce qui va réguler justement la tenségrité, ce sont les tensions dans les ficelles. Et ces tensions dans les ficelles, dans les ficelles en l'occurrence, ce sont les muscles qui vont tirer plus ou moins, parce qu'il y a toujours ce principe de muscle agoniste-antagoniste. Donc, les muscles fonctionnent en binôme. Vous avez un muscle agoniste-antagoniste. Et en général, l'antagoniste va avoir la réaction inverse de l'agoniste. Par exemple, le biceps, donc le muscle de Popeye, là, le muscle du bras, on va dire qu'il est agoniste, et le triceps, qui est dessous le bras, lui est antagoniste au biceps. Donc le biceps, lui, fait la flexion du coude pour plier le coude, et le triceps, lui, fait l'extension du coude. Et quand l'un se contracte, l'autre accompagne quand même le mouvement, en se relâchant, s'étirant, parfois en ayant une contraction qu'on appelle excentrique, c'est-à-dire il est quand même contracté mais il s'étire. Et c'est l'équilibre de ces deux forces, de ces deux fils qui tirent sur l'os qu'ils essayent de faire bouger, qui maintient la tenségrité en fait. C'était clair, Arcator? Il y a tellement, enfin, le corps est une machine. Il y a tellement de choses à dire. Si c'est pas clair, je peux essayer peut-être de faire un schéma. Enfin, hésitez pas à me le dire, hein. S'il faut que je fasse un petit dessin, je m'y essayerai. Je promets rien, mais je veux bien essayer. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vraiment garder en tête ce principe d'équilibre des forces et de bonne répartition des forces pour soulager. C'est un peu chaud à imager. Ok, alors, je vais m'y risquer. Comment je peux dessiner ça? Comment je peux dessiner ça? Bon, je vais tenter. Je vais tenter. On va partir du coup de notre bras. Donc là, on a l'humérus, le radius et la main. Voilà, ça c'est les 5 doigts. On ne se moque pas de mes dessins. Je fais ce que je peux. On va dire qu'on a... alors ça va être complètement faux parce que le biceps a une insertion aussi sur l'omoplate, mais on va simplifier. Tu dis ça juste pour avoir une image de... Non, mais ça va m'efforcer à essayer de faire des schémas, et des fois j'anticipe les schémas, mais là j'avoue que celui-là je ne l'avais pas anticipé. Donc on va dire qu'on a le biceps. Je simplifie énormément parce que c'est quand même pas... Enfin, le biceps ne se présente pas vraiment tout à fait comme ça. Mais on va l'imaginer comme ça. Donc on a le biceps. Non, c'est pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu me fais? Et on va dire qu'on a le triceps ici. J'espère que c'est clair. La main, l'avant-bras, le bras. Voilà, c'est pas tip top, mais on fait ce qu'on peut. Quand vous allez plier le bras, donc là, et donc la main, hein. Je mets 5 doigts parce que si j'en mets pas 5, je suis sûre qu'il y en a un qui va me dire « Il n'y a pas 5 doigts, madame !» Et donc là, votre triceps, il s'est allongé, donc il s'est étiré, mais ça peut aussi être dans une contraction que ça se fait. L'idée, c'est encore une fois d'être à l'équilibre. Et là, vous avez votre triceps
qui lui, au contraire, s'est raccourci. Et grâce à cette régulation, on va dire, des tensions dans les différentes fils, dans les différents fils qui permettent de faire bouger l'articulation, vous maintenez une certaine tenségrité. Tout se joue après dans comment vous allez réguler la tension entre le fil vert et le fil rouge. Non, on n'est pas en train de désamorcer une bombe. Comment ces fils en fait vont se comporter, comment ils vont réagir au niveau du tonus, notamment musculaire. L'idée, ce sera par exemple mieux si lorsque le biceps se contracte, le triceps soit pas non plus complètement mou en train de subir l'étirement, quoi. Parce que là, vous allez avoir un déséquilibre, donc ça va tirer très fort au niveau du rouge, mais du coup, ça va tirer très fort sur votre avant-bras. Et du coup, ça va avoir tendance à venir taper, entre guillemets, dans l'humérus. Je caricature, hein, je grossis vraiment le trait. Et pour que vous compreniez bien, si celui-ci tire très fort et que le vert, il fait rien, il fait oui, je te laisse faire, bim, ça va taper. Alors que si celui-ci se contracte et que celui-ci vient un petit peu contrebalancer à côté, en se contractant lui aussi avec un tonus régulé, bien sûr, eh ben, au lieu que l'avant-bras, l'os, le radius et le cubitus là, viennent se fracasser contre votre humérus du bras, eh ben, la tension équilibrée va faire que vous allez réussir à, voilà, au lieu de faire boum, eh ben, ça va accompagner, et ce sera beaucoup plus respectueux de l'articulation, et on sera vraiment, on respectera d'autant mieux en plus le principe de tenségrité. C'est mieux avec c'était mieux avec mon schéma très très moche, parce que vraiment, j'avoue que j'ai fait beaucoup mieux comme schéma, hein, mais là je savais pas trop comment le représenter. En fait, ce qui est difficile aussi, ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que vraiment l'importance de l'équilibre de ces tonus musculaires pour être dans le respect de l'articulation. C'est pas parce que le mouvement ne va pas dans le sens de contraction du muscle, comme là en l'occurrence quand on plie le coude, que le muscle antagoniste ne doit rien faire. S'il ne fait rien, s'il est vraiment trop inactif, bah, il y a un déséquilibre et du coup, ça peut être problématique pour l'articulation. Ok, super. Parce que là, j'avais tout donné pour le schéma. Non, mais après bon, des fois, même si le schéma est moche, des fois ça peut aider. J'espère que si ça a pu éclaircir, malgré même mon peu de talent pour ce type de dessin, alors que pourtant, enfin, quand je dessine, je m'en sors pas trop mal selon ce que je dessine, mais ouais, pour les schémas, les trucs comme ça, c'est vraiment pas toujours simple. Hop, et on va retrouver donc notre monsieur avec son genou qui essaie du coup de retrouver un équilibre grâce à des exercices spécifiques et proprioceptifs pour justement avoir moins de contraintes dans son genou et donc le soulager. Je tâche de faire de mon mieux. La crainte de faire ressurgir la douleur et les obstacles rencontrés durant les exercices entament la motivation des patients. Pour éviter qu'ils ne se découragent trop rapidement, le docteur Jäger veut les mettre au vert, et vite. Elisabeth Scheuer, en charge du jardin de l'hôpital, choisit avec lui les plantes appropriées pour l'orthithérapie, la thérapie par le jardinage. Ça, c'est une bonne technique de diversion, ça. Vous avez pas mal regardé, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes au vert. Après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais mon élève en pilates, il n'a pas eu mal quand on a travaillé ensemble. Il n'avait pas de douleur. Donc c'est possible de travailler sans être sans être dans la douleur, quoi. Et encore une fois, on n'a pas travaillé son genou de façon hyper ciblée. On a travaillé ailleurs. On a travaillé à distance du genou. Et donc voilà. Le corps dans son ensemble, une grande mécanique. Si jamais, au cas où, un petit aparté, mais bon, on n'est plus à une près. Si jamais le pilate peut vous intéresser,
Pour faire une définition, donc comme je vous disais, c'est à la base quand même avec une visée rééducative et d'entretien du corps. Donc normalement, c'est quand même une méthode voilà, qui respecte le corps. Je vous conseille d'essayer de trouver des profs de pilates qui sont, si possible, certifiés par la Fédération des professionnels de la méthode Pilates, la FPMP, si je ne me trompe pas, Fédération des professionnels de la méthode Pilates. Oui, c'est ça, la FPMP. Sur leur site, vous pouvez trouver une carte fédération. J'ai un doute. Je voulais vous le marquer dans le chat, mais j'ai un doute que c'est la FPMP. Ça, c'est mon cerveau pendant le live. Je cherche et je vous le mets. Oui, c'est ça, c'est la FPMP. C'est le doute, le typique doute à la con. Avoir un doute quand il n'y a pas de doute. Donc FPMP, tout simplement. Vous tapez Pilates pour être sûr. Et mon message n'a pas pu être envoyé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais l'écrire comme ça parce que je suis en train de me demander si je me suis pas. Je ne sais pas si vous avez eu le premier message. Il m'a marqué qu'il n'a pas pu être envoyé. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont une carte où vous pouvez rechercher un professeur qui est certifié FPMP. Bon, après, on ne va pas se mentir, tous ne prennent pas la certification parce que ça a un coût et voilà, et qu'il faut y penser et qu'il faut payer. Même si le coût n'est pas forcément non plus exorbitant, ça reste un coût quand même. Donc, vous pouvez trouver aussi de très bons professeurs qui sont dans la méthode traditionnelle du Pilate. Il faut être bien vigilant voilà, sur la formation que le professeur a eue parce qu'il y a aussi beaucoup, mais comme vous allez en retrouver en yoga, dans toutes ces disciplines un peu, voilà, qui ont leur petit succès, il y a aussi beaucoup de gens qui disent qui donnent des cours de pilates, mais qui sont en fait à la base des profs de fitness, et je n'ai rien contre eux, et qui ont fait une formation pour voir avec des exercices de pilates, pour appeler ça, pour dire qu'ils donnent des cours de pilates, mais qui n'ont pas du tout, je dirais, la philosophie et la vraie méthode en fait. Pour avoir suivi une fois un cours avec quelqu'un qui était donc pas formé pour moi à la méthode entre guillemets traditionnelle, j'ai pas du tout apprécié. J'ai senti mon corps juste bousculer dans tous les sens. Voilà, c'était clairement pas ça. Donc voilà, si vous y pensez, c'est c'est quelque chose sur lequel il faut être un petit peu vigilant. Faites ce que vous pouvez pour avoir l'info. Je me doute bien que c'est compliqué, qu'il n'y a peut-être pas 36 000 soit associations qui proposent des cours de pilates, soit studios qui proposent des cours de pilates. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément simple à trouver. Mais si vous avez le choix, essayez d'en savoir un peu plus. Est-ce que c'est la méthode traditionnelle ou est-ce que voilà, on se rapproche plus de quelque chose du fitness déguisé en pilates, on va dire. Même si voilà. Après, c'est bien de bouger, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même une autre approche. La formation est quand même assez rigoureuse aussi sur l'approche notamment de personnes ayant des pathologies, de l'adaptation qu'on va faire en fonction de ça. Et c'est très important parce que ces personnes-là, on peut les aider. Enfin, je vous ai parlé de mon élève avec son problème de genou. J'ai eu aussi une élève avec des gros problèmes de dos qui était voilà, pluripathologique. Voilà, on était une personne avec du surpoids, du diabète, de l'asthme et des douleurs chroniques de dos où elle prenait des médicaments tous les jours. Et exactement la même chose qu'avec mon élève avec le genou, sauf qu'elle était dans un cours un peu particulier où ils étaient que 4, donc
c'était déjà aussi plus facile voilà, d'intervenir, on va dire, entre guillemets, dans les corrections. Et, pareil, la même, alors que vraiment, on était sur du très doux, du débutant, enfin, il n'y avait pas rien de très violent. Le 3e cours où elle vient, elle me dit: «Oh, cette semaine, je n'ai pas pris un seul anti-inflammatoire, rien, j'ai pas eu mal, pas mal au dos, rien du tout. Il y a que ce week-end où forcément j'ai fait du jardinage et là j'ai eu un peu mal au dos, mais du coup là j'ai pris, mais sinon rien de la semaine, quoi.» Et elle venait pour sa 3e séance, quoi, c'est fou, quoi. Il ne me semble pas avoir été ton élève et en plus je suis un homme. Ah, parce que tu as des problèmes de genoux aussi? Mais voilà, enfin, c'est une enfin, je parle d'expérience vécue en tant qu'enseignant. Je ne m'attendais même pas à ce genre de possibilités chez mes élèves, en fait, ça m'a surpris. Voilà, ce genre de retour au bout de 2-3 séances. Non, c'est par rapport à ce que tu as dit à son sujet. J'ai pour aussi dire pratiquement tous les mêmes pathologies qu'elle. Ah d'accord, ok, ok, ok. Parce que je ne prends pas d'antidouleur, je me suis sevrée, ça a été assez dur. Ouais, bah enfin, c'est aussi pour ça. La gestion de la douleur, ça reste un gros sujet aussi très compliqué. Que ce soit avec des anti-inflammatoires ou des opiacés, parce que les anti-inflammatoires aussi ont des conséquences, notamment au niveau, enfin, voilà, digestif, etc. Enfin bref, c'est pas forcément tip top non plus à long terme. Les opiacés, enfin voilà, le fait que ça a un effet quand même, des effets psychotropes et une accoutumance possible. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que face à la douleur, c'est quelque chose de compliqué, ouais, on est encore un peu désarmé face à ça. J'espère que les choses iront de mieux en mieux, mais ouais, il y a encore pas mal de. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, je suis pas spécialiste là-dedans, donc je peux pas trop en parler, mais c'est vrai que voilà, j'ai croisé des patients qui géraient leur douleur tant bien que mal. Parfois avec certaines drogues qui font rigoler, bien connues et qui font de la fumée, on va dire ça comme ça. Mais c'est le seul moyen qu'ils avaient trouvé, en tout cas pour se soulager, quoi. Donc voilà. Mais ouais, on est un peu désarmés face à ça, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'étais surprise de voir que ces 2 personnes, au bout de très peu de temps, au final, ont vu des effets, des effets immenses, quoi. Alors je pense que pour la personne avec les problèmes de dos, c'est le simple fait d'avoir commencé à bouger et à bien bouger aussi. Parce qu'en pilates, c'est aussi important d'avoir le mouvement juste, la justesse, la fluidité, enfin voilà, c'est pour ça que, ben, on essaye on corrige comme on peut au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on montre pas aussi, pour regarder son élève bouger pour pouvoir le corriger. Si vous êtes en train de montrer, vous pouvez pas regarder votre élève. Voilà, c'est aussi important. Et pour mon élève avec des problèmes de genoux, je pense que ça lui faisait du bien quand même de venir bouger au Pilates, mais le fait d'avoir, enfin là du coup, ils étaient plus 10, il était tout seul avec moi, où j'ai pu vraiment me focus sur lui et vraiment le corriger. Eh ben, on a pu voir des bénéfices au-delà des premiers bénéfices qu'il avait sur sa santé et aller jusqu'à des bénéfices sur son genou, alors qu'encore une fois, je n'ai pas insisté plus que ça sur son genou. J'ai travaillé vraiment en priorité le centre, les abdos, la façon dont il se tenait. Enfin, dont il se tenait, non, c'est pas sa posture en tant que telle, mais en tout cas, on l'a fait bouger et utiliser des choses qui lui étaient encore un peu inconnues. Mais voilà. Voilà pour les petites indications sur le Pilates. Après, il y a peut-être d'autres sports, enfin d'autres activités qui peuvent aussi. De toute façon, bouger, ce sera toujours bénéfique, hein. Après, si vous avez une pathologie de base, bouger juste, c'est mieux. Et c'est pour ça que
voilà, certains, enfin ouais, dans le fitness ou des choses comme ça, parfois, c'est pas forcément adapté, quoi. Donc faut être vigilant. Ça veut pas dire qu'il faut pas bouger, il faut juste être vigilant. Alors, part sur le petit jardinage là et l'exercice en nature. Ici, ce bel arbuste ferait aussi un bon candidat. C'est simple pour les patients, mais en même temps, ils doivent s'étirer un peu. C'est une bonne activité pour la nuque aussi. Je pense déjà à ce mouvement qu'on fait pour se lever. Ce serait un bon exercice pour les mollets. Les mouvements inhabituels s'intègrent naturellement en fonction des besoins du jardinage. Et tant qu'ils sont exécutés correctement, la pratique est parfaitement indolore. Il y avait un proverbe qui disait « Il faut avoir mal au dos pour être un bon jardinier ». Ça a quand même fini par changer au milieu des années 80-90. Moritz Schreber, le médecin orthopédique qui a donné son nom au jardin, avait déjà prescrit de l'exercice en plein air à ses patients. Ça m'encourage encore plus à développer ce concept et à le travailler avec les participants pour que cette pratique devienne pérenne. Le but est d'offrir une possibilité supplémentaire aux patients de laisser la douleur derrière eux. La thérapie d'Arne-Björn Jäger n'en est encore qu'à ses balbutiements. Reste à voir comment les patients vont y répondre à plus long terme. En fait, je suis presque étonnée parce que Joseph Pilates, hein, c'est quand même à la base, c'est un Allemand, hein, ça vient de là-bas, qu'il il ne soit pas orienté vers ce type d'approche en combinant potentiellement avec, dans tous les cas, avec le contact avec la nature et le jardinage, etc. hein. Ouais, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a voulu créer sa méthode à lui spécifique? Je ne sais pas. Comment prendre la bonne décision? Accepter ou refuser de subir une intervention chirurgicale est un choix lourd de conséquences, qui laisse plus d'un malade dans le désarroi. Olga Kopeleva est médecin. Elle était frustrée de sa cadence professionnelle, trop rapide pour mener des entretiens approfondis avec ses patients. Oui, ça malheureusement, c'est une réalité. C'est un problème dans la prise en charge des patients, le temps. Le temps, c'est vraiment la clé pour pouvoir discuter avec le patient, l'écouter, lui expliquer, bien l'appréhender dans sa globalité. Hein. Vous savez, moi, je dis souvent qu'il faut regarder les choses de façon plus globale, pas forcément que par le prisme, enfin voilà, pas par le petit trou de la serrure entre guillemets, pas que par le prisme de la pathologie, mais prendre le patient dans son ensemble, aussi dans sa vie, dans ce qu'il est, voilà. Ouais, le temps de lui expliquer et tout ça, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on est quand même dans une vision du soin malheureusement qui est tournée quand même. Il faut que le soin devienne rentable. Et c'est une vision qui est problématique et qui entraîne des dysfonctionnements forcément. Et en plus derrière, on a tous les dysfonctionnements du système de santé dont on a parlé hier, qui font que les professionnels qui n'avaient déjà pas beaucoup de temps ont encore moins de temps. Donc voilà, rien qui va dans le bon sens, on va dire. Et c'est vrai que moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'essaye de faire, de prendre le temps avec mes patients, surtout quand moi, je travaille voilà, notamment dans le polyhandicap infantile, donc auprès d'enfants et auprès du coup de leur famille souvent. Et si on ne prend pas le temps, on a, moi, ça me pose problème parce que pour répondre en fait aux besoins vraiment du patient, il faut le prendre ce temps. Il faut prendre le temps de les écouter, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils sont capables d'accepter. Parce que si vous faites, que ce soit un soin ou un appareil le plus beau du monde, mais que les patients n'arrivent pas à l'accepter pour X ou Y raison, parce que justement, vous n'avez pas pris le temps de leur expliquer, vous ne les avez pas écoutés, eh ben, votre appareil, il servira à rien.
ou les soins que le patient devait suivre, au final, il ne va pas bien les suivre parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la compliance du patient. C'est-à-dire que le patient ne va pas être acteur, entre guillemets, aussi de son traitement, quoi. Il ne va pas forcément suivre, respecter, je sais pas, il faut qu'il prenne un médicament 3 fois par jour. Il va beaucoup plus facilement oublier parce qu'en fait, au final, il ne comprend pas pourquoi il doit le faire. Parce que on n'a pas pris le temps voilà, ni de l'écouter, ni de lui expliquer. Et je pense que il y a un compromis à trouver. Après, en plus, moi, dans notre domaine, on est des entreprises privées. Donc forcément, le côté financier, rentabilité, il est déjà présent, hein, de par nature. Mais je pense que il y a un juste équilibre à trouver qui est délicat, mais qui est important. Parce qu'à terme, je pense que ça n'apportera que du positif pour le patient, mais pas que. Dans un souci d'efficacité, au moment où le patient se présente à l'hôpital pour une entrevue, l'équipe médicale s'est toujours mise d'accord en amont sur la procédure à suivre. Ça me dérangeait énormément. J'ai toujours trouvé ça injuste envers le patient. Donc là, elle nous dit qu'en gros, le patient arrive et eux, ils ont déjà décidé quel allait être le traitement avant que le patient ait eu son mot à dire, en fait. Donc, ils ont fait le choix à la place du patient. Parce que, entre autres, on pense qu'on sait ce qui est mieux pour lui on sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Quoi dire, enfin, c'est évidemment, c'est problématique. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance, pour certains, pour une partie, pas tous, hein, pour une partie des professionnels, il y a une croyance comme quoi le patient ne saura pas comprendre les enjeux, etc. Et que donc, il faut qu'on choisisse pour lui. Mais en même temps, vous n'avez même pas essayé de lui expliquer. Et aussi, et surtout, aujourd'hui, aussi pour des raisons de temps. Parce que oui, écoutez, le patient, ça prend du temps. Mais au final, est-ce que un patient qui est acteur de son traitement, c'est pas gagner du temps, quelque part? Je sais pas. Jusqu'à ce qu'Olga Kopeleva arrive à l'hôpital universitaire de Kiel. Ici, on a adopté un nouveau protocole pour que soignants et malades parviennent ensemble à prendre la meilleure décision. Ce projet pilote est mis en œuvre dans 17 services au sein de l'hôpital. Moi, ça me choque, projet pilote. Comme si, en fait, ce qui devait aller de soi ne va visiblement pas de soi. Donc, on voit qu'on a quand même un problème systémique dans le soin. Si il faut faire un projet pilote pour faire comprendre que écoutez le patient, ça peut être pas mal. Ça devrait être une évidence. Je pense, après je peux me tromper, hein. Voici l'homme qui est à l'origine du projet. Friedemann Geiger est psychologue. Grâce à un financement des caisses publiques d'assurance maladie et du Fonds pour la santé, il a développé une méthode plus satisfaisante pour les soignants comme pour les patients. Et c'est là un psychologue qui se penche sur ce truc-là parce que, encore une fois, le rapport mental, enfin psy et psychosoma, hein, soma le corps, il est important. Si votre patient est bien dans sa tête et comprend et voilà. Il y aura une meilleure prise en charge, une meilleure émission. Enfin bref, ce sera gagnant-gagnant, quoi. Je ne le dis pas souvent, mais oui, si l'on y regarde de plus près, il s'agit d'une révolution. Car la règle veut que les décisions médicales soient prises par les médecins et que les patients en soient simplement informés. Ils donnent ensuite leur accord et ils reçoivent le traitement. Tandis qu'ici, à Kiel, nous avons remis ça en question et nous avons changé de manière de faire petit à petit.
de sorte que médecins et patients décident ensemble de la meilleure marche à suivre. Donc vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais, c'est vraiment un problème systémique, quoi. Après, il y a entre guillemets, toute une éducation, culture, entre guillemets, à revoir dans le milieu médical, paramédical. Et en même temps, bon, il y a quand même, attention, il y a quand même des praticiens qui le font déjà, hein, de prendre le temps d'écouter le patient et de pas et de les laisser libres de leur choix, heureusement. Mais ce qui est fou, c'est que c'est visiblement pas la norme, alors que ça paraît évident que ça devrait l'être, quoi. C'est quand même votre santé. Enfin, vous êtes les premiers concernés, quoi. En tant que patient, on est les premiers concernés. C'est à nous de faire le choix. Enfin, personnellement, justement, je me suis retrouvée dans cette situation par rapport à mon épaule où j'ai décidé de voir 3 chirurgiens pour justement savoir un petit peu ce qu'ils me proposaient, etc. Mais c'était à moi de prendre la décision. Il n'y avait personne qui allait m'imposer quoi que ce soit. Et quand avec un des chirurgiens, au final, j'ai pas été en accord avec son approche, j'ai arrêté, tout simplement. Je n'ai pas suivi, je n'étais pas en accord, j'ai pas suivi. Et heureusement que lui voulait, entre guillemets, enfin, il voulait pas m'imposer, parce que dans tous les cas, je gardais la main, mais voilà, lui faisait comme ça, et du coup, voilà. Donc oui, c'est votre santé, vous avez le choix final. Donc voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions. Enfin voilà. Il faut que vous ayez les réponses avant de faire vos choix. Il faut que prenez le temps de poser les choses à place. Il faut, après un rendez-vous, voilà, où vous avez beaucoup d'informations, parfois vous avez le mail du professionnel. N'hésitez pas à envoyer un mail avec vos questions. Alors, bien sûr, si vous en mettez 15, peut-être ça va être plus compliqué d'avoir une réponse, mais voilà, prenez le temps. Parfois, c'est important. Il faut que vous soyez en accord avec la décision finale. Vous êtes acteur dans le truc. C'est pas le médecin l'acteur principal, c'est vous. Ça ne veut pas dire que le médecin, le chirurgien ou autre n'est pas important, mais voilà, vous êtes la personne à qui vous devez faire attention. Comme dans le cas de la pertinence d'une opération chirurgicale. Une prise de décision conjointe met tous les participants sur un pied d'égalité. À l'hôpital universitaire de Kiel, médecins et personnels soignants ont donc été formés à la conduite d'entretien. Les soignants encouragent les patients à poser des questions. Par exemple, quels sont les avantages et inconvénients de telle ou telle thérapie? Dans un cadre dédié, ils peuvent alors tous ensemble réfléchir à la thérapie adéquate. Un site internet interactif aide les malades à étudier toutes les options possibles avant et après le rendez-vous. Pour la formation du personnel médical, on a misé sur l'analyse vidéo. Donc là, on voit qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qui est mis en place pour arriver quand même au final à un échange qui soit ouvert et d'égal à égal pour chacun. Parce qu'il est vrai aussi que les patients n'osent souvent pas poser les questions. Pour plein de raisons, soit parce qu'en fait, ils savent pas justement quelles questions poser. Voilà, le médecin, enfin parfois le professionnel utilise des termes qui sont aussi parfois compliqués. Et là, il faudrait oser poser la question. Que parfois aussi le professionnel peut paraître, on a vu, hein, le manque de temps aussi est une clé. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi un patient n'ose pas poser les questions. Il faut vraiment, encore une fois, ne pas hésiter. C'est important. En fait, c'est important pour vous. Et si vous n'avez pas de réponse, peut-être, soit c'est parce que la personne n'a pas le temps, soit... Après, il y a ce que j'appellerais le feeling avec votre professionnel qui intervient. Et quand vous pouvez, parce que bien sûr, on ne peut pas forcément toujours, mais quand vous pouvez, si vous ne sentez pas la relation avec la personne à qui vous confiez votre santé, ne restez pas.
quand c'est possible, parce que je sais que les difficultés aujourd'hui, notamment en France, encore une fois, on l'a vu hier, le système de santé, trouver un médecin, c'est compliqué, etc. Mais si vous le pouvez, voilà, n'hésitez pas à prendre un deuxième avis pour vous sentir en confiance. La confiance, c'est, pour moi en tout cas, hein, c'est primordial. Pareil, je sais qu'il y a un des chirurgiens où, pour un truc en particulier, pas pour l'ensemble entre guillemets de ce qu'il me proposait, mais pour un truc en particulier, il m'a pas mis en confiance, on va dire. En fait, c'était pour la technique qui me paraît le plus adapté à mon cas, on va dire, par rapport au retour que j'ai eu. Il m'a pas mis en confiance et du coup, il est sûr que je ne me ferai pas opérer s'il y a une deuxième opération, ce ne sera pas avec lui. Voilà. Et voilà. Et ça se joue vraiment sur la confiance. Alors qu'il est peut-être compétent, il n'y a pas de souci, mais il m'a pas mis en confiance. Donc écoutez-vous aussi là-dessus. Les entretiens enregistrés sont passés en revue avec des formateurs au cours de 2 ou 3 séances au minimum. Friedemann Geiger donne ici des conseils à Olga Kopeleva. J'ai regardé la vidéo. C'est le moment de la prise de décision. J'aimerais que vous preniez cette décision avec moi, parce que ce sera déterminant pour la suite. Je me suis demandé, si je me mets à la place de la patiente, est-ce que je sais pourquoi tu veux qu'elle prenne cette décision avec toi ? On n'a pas envie de recourir à une opération potentiellement inutile. Si on peut aider la patiente d'une autre manière, c'est peut-être aussi dans son intérêt. Et d'un point de vue médical, ce n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose de ne pas opérer. L'intervention chirurgicale n'est pas toujours la meilleure solution. En effet. Il peut aussi être utile de faire preuve de patience et d'observation. Friedemann Geiger invite les médecins à laisser plus d'espace aux patients pour exprimer leurs préoccupations. Dans certains domaines particuliers, hernie discale, prothèse du genou, cathétérisme cardiaque, on a en Allemagne un taux d'intervention nettement plus élevé que les autres pays européens. Ça donne à réfléchir. On soupçonne forcément qu'il y a un excès de soins. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça évoque une forme d'abondance. Mais l'excès en tout est un défaut. Maintenant, il faut trouver comment on peut faire baisser ces chiffres. À Kiel, la prise de décision conjointe s'avère être une méthode payante. Les patients reçoivent un traitement plus adapté, ainsi le personnel de l'hôpital a plus de temps et travaille dans de meilleures conditions. Olga Kopeleva y voit aussi de nombreux avantages. J'aimerais apprendre à installer une atmosphère où le patient se sent libre d'exprimer ses craintes et ses questions, qu'il se sente légitime de me donner son avis. Elle espère y parvenir avec sa prochaine patiente. Ilona Bargholtz, dont la vie a basculé il y a quelques semaines. Lors d'un examen de routine, la retraitée s'est vue délivrer un diagnostic inquiétant. Mon médecin m'a dit, on a constaté que vous avez un cancer de l'œsophage. Sur le moment, j'étais complètement sonnée. Jamais je n'aurais pensé que ça m'arriverait un jour. La chimiothérapie a certes été efficace, mais reste à décider si la patiente va ou non subir une opération supplémentaire. En fait, la chimiothérapie l'a certainement fait réduire la tumeur qu'elle avait au niveau de l'œsophage, mais ne l'a pas entièrement détruite, on va dire. Donc maintenant, l'autre point positif du fait de l'avoir réduit, c'est que aussi au niveau de la chirurgie, comme quand on opère, quand on enlève une tumeur, on va prendre des marges autour pour être sûr d'être dans du tissu sain pour éviter que la tumeur revienne. Forcément, plus grosse est la tumeur, plus du coup vous allez devoir enlever. Plus petite est la tumeur, moins vous allez enlever. Et du coup, vous allez pouvoir préserver plus de tissu et donc enfin, un aspect plus fonctionnel aussi derrière. Et là, l'œsophage, elle va faire un petit schéma après pour expliquer à la patiente où c'est exactement ce qui va être fait. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas forcément le schéma. Mais
mais voilà, l'œsophage directement lié avec l'estomac, donc important. Bonjour, je suis le docteur Kopeleva. Suivez-moi. Une intervention aussi radicale va au-delà de la médecine pure. C'est une décision qui impactera fortement le quotidien et la qualité de vie d'Ilona Bargholtz. Je vais vous dire quels sont les avantages et les inconvénients. Et vous me direz ce qui vous convient le mieux, d'accord? Vous avez une tumeur qui se situe à la jonction de l'œsophage et de l'estomac, dans cette zone précise. On pourrait retirer Donc là, vous avez l'estomac et on est là où elle a le truc. Mais bon, juste pour vous dire que donc ça, c'est une partie de l'estomac de la patiente. Une intervention risquée, après laquelle elle ne pourrait plus se nourrir qu'en prenant de très petites portions. Sans opération, elle n'aurait aucune restriction alimentaire, mais un avenir incertain. Il est tout à fait possible que votre qualité de vie soit bonne pendant un certain temps, si vous ne vous faites pas opérer maintenant. Mais nous ne pouvons pas vous dire pendant combien de temps. Comment Ilona Bargholtz s'imagine-t-elle sa vie future? Va-t-elle opter pour l'opération ou non? Je veux me faire opérer. Ce qui est important pour moi, c'est que je veux, entre guillemets, récupérer ma vie, vivre normalement, faire ce qui me plaît. La patiente opte pour... Oui, c'est surtout ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, parce que si elle ne se fait pas opérer, elle pourra continuer, mais combien de temps, ça, c'est la question. Est-ce que ce sera pas pire après? Enfin bref. Parce que bon, se retrouver à devoir manger que des petites portions, etc., c'est quand même un gros changement dans sa, dans sa vie, hein. C'est pas un rien. Mais voilà, c'est surtout, je pense, cette épée de Damoclès qui pèse beaucoup sur le moral des patients, hein. Ça, je pense que tous, hein, on n'a pas envie d'avoir des peurs comme ça qui planent au-dessus de nous et du coup voilà, donc c'est vrai que son choix pour une opération lourde en connaissance de cause. Olga Kopeleva la soutient dans cette démarche. C'est très important de se parler d'égal à égal et avec respect. Celui ou celle qui est assis en face de nous est un être humain à part entière, qui a son ressenti, son histoire et sa propre compréhension de la situation. Tout doit aller vite dans notre domaine. Et parfois, on perd ça de vue. Peu de temps après, Ilona Bargholtz pourra être opérée et quittera l'hôpital au bout de quelques semaines. Est-ce que c'est pas une petite opération? Les opérations dont la décision est prise conjointement engendrent nettement moins de complications. C'est ce qu'a pu démontrer Friedemann Geiger. Ce sont autant de souffrances et de ressources. Donc là, pardon, je ne sais pas si vous avez compris, en prenant en charge les patients avec leur méthode d'écoute, etc., il y a beaucoup moins de complications derrière. Ouais, tout simplement, le patient, il est avec vous. Il ne subit pas ce qui se passe. Et forcément, ça se passe mieux derrière. La psychologie est vraiment très importante dans le soin aussi, hein, dans la récupération. Chaque euro investi dans la formation du personnel médical permet d'en économiser 7 en traitement superflu. Oui, moins de complications. Les patients y gagnent, car ils sont impliqués. Moins de dépenses. Les caisses d'assurance maladie y gagnent, car la qualité des soins est améliorée et les coûts sont réduits. Et ces caisses peuvent à leur tour faire profiter les hôpitaux de ces bénéfices. C'est un cercle vertueux. Chacun est gagnant et vient renforcer positivement la situation des autres parties. La nouvelle se répand peu à peu. Les caisses de maladie et les spécialistes reconnaissent le potentiel de cette initiative, déjà adoptée par plusieurs hôpitaux en Allemagne comme à l'étranger. Un hôpital, puis 2. Maintenant, on est à 7 établissements. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Si ça n'avait pas marché avec le premier, d'accord, ça m'aurait peut-être contrarié. Mais jusqu'ici, chaque étape a été une réussite. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter après le 3e hôpital alors qu'il en reste encore plusieurs centaines. Tout le monde pourrait bénéficier de ce concept. C'est fou qu'il faille en passer par un projet pilote pour constater que, bah oui, écouter le patient, impliquer le patient,
dans son traitement, qui comprenne les enjeux, qui va du coup beaucoup mieux vivre le soin, il y aura un meilleur pronostic, il y aura moins de complications, enfin, pour tout le monde, même pour les praticiens au final, qui sont plus heureux parce qu'ils ont le temps d'écouter les patients et de prendre en charge comme il se doit en tant qu'humain le patient, quoi. On retrouve ce lien social et humain entre le patient et son soignant. Et c'est une clé hyper importante. Et que tout ça entraîne du coup une meilleure récupération, moins d'argent dépensé. Enfin, comme quoi parfois, prendre le temps, c'est économiser de l'argent. Et ça, il y en a qui veulent pas l'entendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à mettre des pansements sur des jambes de bois et à mettre à dépenser de l'argent par les fenêtres, alors que j'ai envie de dire la solution. En fait, je sais pas quel est votre ressenti, mais moi, ça me semble une évidence. Donc c'est bien que au moins l'initiative elle existe, même si c'est dommage qu'il faille en arriver là, pour qu'on se rende compte que ah ouais, on peut gagner de l'argent en fait en prenant le temps. Ah ouais, la santé c'est un peu plus compliqué que juste on répare la voiture, on change la pièce et merci au revoir. C'est un peu plus, l'homme est plus complexe que ça. L'homme, la femme, hein, l'être humain est plus complexe que ça. Davantage de protection, une réduction des coûts et des soins plus ciblés. Opérer moins systématiquement, c'est parfois possible grâce à des innovations médicales. 4 semaines de thérapie par plasma froid ont permis à Jürgen Wiebelt de voir ses douleurs considérablement réduites. Il prend moins d'antalgiques. Parfois aucun. Avant j'en prenais. Oh là là, beaucoup. Ça n'a plus rien à voir. C'est formidable. Que dira le médecin du processus de guérison? Et là, grâce à la thérapie par cercle plasma froid, vertueux. les tissus se sont régénérés rapidement. L'amputation n'est plus à l'ordre du jour. Toutefois, il n'a pas été possible de se passer entièrement de la chirurgie. On a dû procéder à une greffe de la peau. Grâce à ce pré-traitement au plasma froid, on est sûr que l'absence de germes a été un avantage. Oui, On a désolé préparé les la âmes plaie sensibles. et on l'a mise en état de cicatrisation optimale. Je suis très satisfait. Le résultat a presque dépassé mes attentes. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien cicatriser. Pour l'instant, le Parce plasma qu'il a froid n'est retrouvé le applicable sourire. qu'à certaines lésions. La science doit encore étudier l'étendue de ses possibilités. Nous allons collecter davantage de données et ce traitement pourra améliorer la Ouais. guérison d'autres Elle est types de plaies. regardable presque. Cela fait Comparé à 4 avant. mois que Jürgen Wiebelt attend ça. Bonjour toi. Bonjour. Il est enfin de retour à l'écurie. Ça fait 40 ans que je travaille avec les chevaux. C'est toute ma vie. Ça fait un bien fou de voir qu'il va mieux et qu'il ne souffre plus. Jürgen Wiebelt a retrouvé sa joie de vivre, grâce à cette innovation scientifique. À Trèves, 2 mois après le début de la kinésithérapie, les choses sérieuses commencent pour le groupe de Volker Erkel. Ils se réunissent autour Allez, de Arne-Björn Jäger au jardinage. pour leur toute première heure d'orthithérapie. L'orthithérapie. Alors ça c'est pareil, les gars, faut qu'on se mette d'accord. C'est du jardinage. Orthithérapie, c'est pour faire cool, mais c'est du jardinage. On est d'accord. Hein, l'orthithérapie. Bon, pourquoi pas, hein, parce que bon, a priori, ils vont adapter un peu les positions et tout pour pouvoir jardiner, mais orthithérapie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment des trucs. Bref. Je suis très heureux de pouvoir enfin commencer. Volker Erkel a fait Oui, oui, non, mais c'est logique hein, que ça fait penser aux orties, de la pissenlit-thérapie. Oui. Ah ouais, non, mais c'est des créatifs, c'est des créatifs. Ah non, mais pourquoi pas. Mais bon, il y avait un mot qui existait déjà, hein, c'est pour ça, mais voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas la notion de thérapie, la jardinothérapie.
peut-être ça faisait moins classe que l'orthithérapie. Je sais pas. Ou je suis peut-être un peu fatiguée, du coup ça me fait rigoler. Mais bon, parce que j'ai déjà vu le reportage, hein, c'est ça le pire. Hein. Mais ça m'avait déjà interpellée, mais là j'avoue que ça me fait vraiment bien marrer. Quotidiennement des exercices afin de renforcer son genou. Et il a perdu 11 kilos. Alors ça, la perte de poids, bien évidemment que c'est une bonne chose pour son genou. Ça va être, encore une fois, le genou va encaisser tout le poids du corps. Donc, moins il y aura de poids, moins il y aura de contraintes dessus et donc moins de douleur, moins d'usure. Et pour revenir du coup à ce qu'il disait tout à l'heure sur l'escalier, quand il monte l'escalier, c'est 6 fois son poids qui va sur son genou. Donc imaginez, là, il a perdu 11 kilos. Ça veut dire qu'il y a 60 kilos en moins de contraintes sur son genou. Donc, 11 kilos, bon après, lui, par rapport à son gabarit, ça se voit un peu, mais c'est vrai que il n'a pas l'air en manque de kilos. Mais rien que voilà, une petite perte, même si c'était 5 kilos, ça fait déjà 30 kilos en moins de contraintes. Enfin voilà. Donc c'est quand même chouette pour lui. Bon, en plus, avec tout ce qui est bien aussi, tout à l'heure, on parlait de graisse viscérale aussi, qui est le fait qu'il ait perdu du poids. Forcément, ça va être mieux pour lui, pour s'éviter d'avoir un facteur de risque accru pour les maladies, notamment cardiovasculaires. Donc, c'est tout bonus. Mais oui, le poids perdu multiplié par 6, en plus, ça fait du bien au moral quand on calcule comme ça. Voilà, c'est 66 kilos en moins de contraintes sur le genou. C'est énorme. Elisabeth Scheuer explique comment la bêche et le râteau peuvent devenir de véritables aides pour une mobilité accrue. Si on est un peu plus grand, on a l'avantage. On n'est pas toujours obligé de se baisser comme ça. Mais les premiers obstacles se présentent déjà. Je ne peux pas plier mon genou à angle droit, donc je vais avoir un petit problème pour franchir la haie. On peut s'aider d'un outil, d'un râteau par exemple. On s'appuie, on lève la jambe et on peut pivoter la hanche pour passer en toute sécurité. Retourner la terre nécessite une certaine force voit, physique. C'est de l'orthithérapie. Pas forcément évident quand on a des problèmes de genoux. On passe les aides différemment. Mon genou ne me permet plus de faire beaucoup d'exercices. Médecins et patients tentent de déterminer ensemble le bon niveau d'effort à déployer. Avec votre bon genou peut-être? Impossible. Je le fais toujours avec le pied gauche. Si c'est votre habitude, essayons. Pensez à toujours bien vous redresser. On voit qu'il faut y mettre un peu de force. Ça fonctionne très bien. Et ça aide d'utiliser des outils avec un long manche. Les muscles sont sollicités à intervalles rapprochés, de manière ludique et avec un résultat visible dès la fin de la séance. Le jardin a fière allure. Et pendant ce temps, les patients ont oublié leur douleur. Dommage, ils pourront pas ramener leur dessin à la maison. Oh, je suis taquine. Ça me faisait penser à ça, aux enfants qui font un atelier et qui ramènent leur petit dessin à la maison. Hey, maman, j'ai fait ça. C'est indispensable qu'on explore ce genre de solutions alternatives. Arne je Björn suis taquine, là, je espère sens que la cette- thérapie physique par la j'ai le petit coup nature de fatigue, s'imposera là. de plus en plus dans le futur. Et Ouais. après 2 ans... Après, je rigole, mais l'idée, elle est clairement, elle est bonne, elle est pas déconnante, loin de là. Hein. Tu fais un truc sympa, voilà. En plus, bon là, ils sont en groupe. Enfin, si t'aimes bien être avec du monde, voilà, hein, parce qu'on n'est pas tous hyper sociables. Mais oui, enfin voilà, je rigole, mais l'idée de base l'idée de base est bonne. Enfin, clairement, il y a rien à redire, hein, mais voilà, il y a de quoi rigoler quand même. Puis attention, hein, c'est de l'orthithérapie, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Sans avoir tapé dans un ballon, Volker Erkel veut tenter de nouveau l'expérience. Je ne peux pas beaucoup courir. Mais tirer comme ça ne me fait pas du tout mal. Je n'ai plus aucune douleur. Depuis quelques jours.
Patients et soignants peuvent explorer ensemble des voies nouvelles pour trouver le meilleur traitement. Car une intervention chirurgicale n'est le meilleur chemin vers la guérison que si elle est vraiment utile. Et voilà, c'était le petit reportage du dimanche soir. Donc je sais pas, enfin voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, des choses. Ouais, il se bouge beaucoup mieux, qu'au début. Et je pense que c'est vraiment un tout. Je pense que je pense qu'il y avait une part de psychologie, il y a la perte de poids, il y a le fait d'avoir renforcé aussi, encore une fois, de façon plus équilibrée son genou. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire, ce monsieur est presque, entre guillemets, un cas classique plus ou moins, c'est-à-dire de patients qui, je pense, qui mériteraient d'être pris en charge et à qui on pourrait peut-être éviter une opération si on s'y prenait un peu différemment et voire peut-être un peu plus tôt. Donc voilà, mais ouais, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et le petit papier avec sa plaie aussi, qui avait quand même clairement le sourire, de le revoir avec ses chevaux. Enfin, ouais, ça fait plaisir, parce qu'au final, la chirurgie qu'il a eue, la greffe de peau, c'est quand même pas une amputation, hein. Donc entre les deux, je pense qu'il est plutôt content d'être passé par là plutôt que par l'amputation. Donc voilà, donc je trouvais ce petit reportage, voilà, intéressant, qui ouvre une autre réflexion aussi sur le soin. Donc il y a l'aspect est-ce qu'on est obligé d'opérer? Donc vraiment prendre le temps de la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de soulager? Et il y a aussi, comme on l'a vu sur la fin, le rapport avec le patient, ce fameux temps, ce facteur temps qui est aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y a pas que dans le domaine du soin où on a de moins en moins le temps de prendre le temps avec les personnes qu'on a en face. Mais disons que dans le soin, dans la santé, on voit bien que c'est un facteur clé pour arriver à un résultat aussi optimal. Il y a aussi le souci, voilà, de l'innovation, de sa prise en charge, de sa mise en place, voilà, de rendre l'innovation accessible aux patients. Bon, il y a plein de contraintes diverses et variées. Mais voilà, il existe potentiellement des solutions. Alors oui, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, ça demande de l'investissement aussi, parce que là, il a dû, pour son genou, suivre voilà, des séances régulières, faire ses exercices chez lui. Et c'est pas forcément très, très rigolo, mais il a toujours son genou. Il peut-être qu'il ne coupera pas à l'opération à terme, parce que l'arthrose, c'est de l'arthrose, hein. Voilà, quand le cartilage est abîmé, il se régénère pas. Non, je ne crois pas qu'il se régénère. Je veux pas dire de bêtises, mais parce que j'ai vu qu'il y avait une thérapie pour les petites lésions du cartilage, mais à base de cellules souches du cartilage du patient, mais je sais pas trop ce que ça vaut. C'était pas en France. Je sais pas si ça se fait, si c'est quelque chose qui est généralisé, donc je ne rentrerai pas dans le détail, parce que j'ai pas assez creusé pour vous en parler de façon, on va dire, plus ou moins objective. Enfin, de façon claire, en tout cas, avec précision. Mais au moins, si on peut lui décaler l'opération, parce que comme je vous disais, une prothèse comme ça interne, le problème, c'est qu'il va falloir la changer dans 15, 20 ans. Et que si on peut l'éviter, entre guillemets, c'est mieux, quoi. Si on peut le retarder, c'est mieux. Donc voilà. Pour ce soir, je pense que ce sera tout.